Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez compris, nous allons repasser pendant un certain temps en cours à distance. J'ai donc décidé, pour vous faire le cours, comme habituellement, d'utiliser la version vidéo, car cette version me semble la plus pratique pour vous. Elle vous permet de prendre le cours en note à votre rythme, de bien comprendre puisqu'il y a mes explications supplémentaires, mais également de pouvoir prendre le cours à des moments autres que les heures de cours prévues à l'origine, si par exemple vous devez vous rendre au lycée pour vos cours de spécialité. Je vais donc procéder ainsi. En plus, je vous tiens au courant sur Pronote des petits exercices que je vous donne à faire. Vous savez, on travaille beaucoup sur des documents, donc vous allez avoir quelques travaux à faire, comme vous avez fait aujourd'hui, puisque je vous avais donné un document sur lequel travailler avec des cartes pour voir les principales avancées et batailles, les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'il s'agit là de notre nouveau chapitre, le chapitre 3, nous allons voir le déroulement de cette Seconde Guerre mondiale. Donc pour la bonne organisation de ce cours, je vous demande bien entendu de prendre au fur et à mesure les notes pour ce cours dans votre cahier, votre classeur, peu importe. Je mettrai également le PowerPoint sur Pronote pour vous aider à prendre note. Il s'agit de le faire consciencieusement, et avec rigueur, puisque même si nous le faisons à distance, ce cours sera l'objet d'une évaluation. Vous le savez, évaluation qui compte pour votre baccalauréat. Du coup, il va falloir être très sérieux. Je vous encourage également à noter si vous avez des questions à l'issue des vidéos et à me les poser, bien évidemment, par mail sur le NT ou peut-être, à la rigueur, les garder pour plus tard. Mais je pense que tant que c'est frais dans votre esprit, il vaut mieux me les envoyer par le NT ou vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. J'essaie de répondre dès que je vois votre message. Les informations étant dispensées dès maintenant, je vais commencer donc avec ce chapitre 3, la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous le voyez, j'ai choisi une image d'introduction qui est une image que vous reconnaîtrez sûrement, puisqu'il s'agit de la libération d'un camp d'extermination. Donc je vous ai dit, maintenant on n'utilise plus le terme camp d'extermination, on préfère le terme de camp de mise à mort, centre de mise à mort, excusez-moi, puisque en fait un camp, dans sa définition, voudrait dire que les prisonniers étaient censés rester un certain temps. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont très rapidement, on va le voir même dès leur arrivée, pratiquement tués. De ce fait, on préfère centres de mise à mort, et souvent ces centres de mise à mort, en fait, ils sont à côté de camps de concentration, qui sont des camps où on va vraiment faire travailler les détenus avant de les exterminer. Vous avez ici donc une photographie du camp de Dachau qui va être libéré par les Américains. Il faut savoir que c'est un des seuls pratiquement à être libéré par les Américains. On le verra au cours de notre cours. Et si cette photo est intéressante, c'est parce qu'on voit déjà les visages de ces hommes qui font partie de la tragédie de la Shoah. On les voit très heureux d'être libérés, puisque oui, on va voir que cette guerre mondiale est une guerre absolument terrible, terrible psychologiquement pour les civils qui sont déportés, pour les civils qui subissent les combats, mais également pour les soldats, car ceux qui se battent au front subissent des combats très très compliqués, très très durs, d'accord, puisque la Seconde Guerre mondiale est une guerre que l'on peut qualifier d'anéantissement. On va tenter d'anéantir totalement les troupes, mais également d'anéantir certaines populations, comme on en a parlé un petit peu dans le cours précédent. Il s'agit principalement des populations juives, des populations tziganes, mais également des homosexuels, des handicapés, des malades, d'accord, malades mentaux. On peut parler aussi d'extermination des Slaves, puisque vous le verrez qu'il y a une haine des Slaves qui va mener à un combat très très dur et très agressif à l'Est. Et au final, on va voir que cette Seconde Guerre mondiale est absolument dévastatrice. Et c'est ce que je vais vous faire noter dans l'introduction, puisque à ce jour, la Seconde Guerre mondiale
constitue le conflit le plus meurtrier. On comptabilise entre 60 et 80 millions de morts. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une fourchette aussi grande? C'est parce que déjà, c'était très compliqué dans certains cas de pouvoir vraiment compter l'ensemble des décès, que ce soit dans les centres de mise à mort, mais même sur certains fronts, où au final, les corps sont rapidement ensevelis. Vous avez eu aussi la Shoah par balle, on reviendra là-dessus, où on a en fait abattu beaucoup de juifs et également beaucoup de slaves dans des fosses communes, donc ça rend très compliqué également de compter. Donc la fourchette est grande. On vous a donné en fait le chiffre le plus petit des comptes, mais aussi le plus grand. Donc vous voyez quand même 60 à 80 millions de morts, c'est absolument un conflit absolument meurtrier avec une énorme ampleur. De ce fait, ce conflit il a marqué l'humanité par plusieurs choses. Tout d'abord, la mobilisation des sociétés. On va avoir l'ensemble des sociétés, comme dans une guerre totale, qui va être mobilisée au service de la guerre, ou de la défense, ou de la liberté. Tout dépend des sociétés dans lesquelles on se trouve. Ce qui est important aussi, c'est la diffusion à l'échelle du globe. Nous sommes sur une guerre mondiale. Une guerre mondiale donc qui va mobiliser des fronts très divers. Un front africain, un front dans le Pacifique, un front à l'Est, un front à l'Ouest, etc. Et donc la plupart des pays, même très éloignés du Reich allemand et donc très éloignés des objectifs d'Hitler, vont être totalement, on va dire, touchés par ce conflit et vont devoir aller se battre. On peut penser à des pays comme par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui vont partir au conflit et au conflit en Europe, pas uniquement dans le Pacifique. Ce qui fait que la Seconde Guerre mondiale est très marquante également, c'est l'ampleur de sa violence. On va avoir une violence contre les civils et une violence contre les soldats. La violence contre les soldats paraît plus légitime dans certains cas, puisqu'il s'agit d'une guerre, mais en réalité, elle est très dure. On va le voir notamment lors de la bataille de Stalingrad, où vous verrez qu'il y a énormément de soldats qui vont mourir de faim et qui vont mourir de froid. Donc on est dans une dimension autre des combats. On va avoir des armes qui vont être absolument destructrices. On pense notamment aux bombes atomiques, dont on reparlera un peu plus en détail dans un prochain cours, mais également sur les civils, avec le processus industriel de destruction des juifs, le procédé des centres de mise à mort, mais également en général une violence qui est faite sur les civils par des bombardements, par des exécutions de masse, etc. Ce conflit, on le délimite traditionnellement par les dates de 1939, donc avec la première date, c'est-à-dire le 1er septembre, l'invasion de la Pologne par Hitler, jusqu'à 1945. Donc dans 1945, on ne parle pas du 8 mai, donc l'armistice en Europe, mais plus du 2 septembre, qui est l'armistice en Pacifique et qui est la dernière date qui met totalement fin au combat de cette Seconde Guerre mondiale. Mais on peut faire remonter la date de début bien avant, notamment en prenant en compte la politique agressive d'Hitler, dont on a parlé au dernier cours, c'est-à-dire la prise des Sudètes, l'invasion de la Bohème-Moravie, l'annexion de l'Autriche, etc., etc., mais également l'expansionnisme japonais. Comme vous le savez, le Japon est un des belligérants de cette guerre et il s'avère qu'ils ont commencé une politique d'annexion et d'invasion de la Chine dès 1931, notamment en faisant l'invasion de la Mandchourie, qui est une région nord de la Chine. Donc, en fait, très rapidement, les Japonais vont essayer de capturer des pays d'Asie et vont mener une politique très dure, notamment en massacrant massivement la population locale. Donc, on peut démarrer de là aussi, il faut le prendre en compte. En plus de bouleverser en globalité la géopolitique mondiale, puisque les alliances vont changer, puisque les points de vue vont changer aussi sur les stratégies géopolitiques à mener, la Seconde Guerre mondiale, elle est marquée par deux événements qui vont être aussi développés ici, en dehors des combats. C'est bien évidemment la défaite de la France en 1940, qui va diviser les populations entre une population qui va résister, au régime nazi, et une population qui va collaborer en partie avec la mise en place de 2 zones en France. On le verra. D'un autre côté, ce qui va nous intéresser aussi, c'est la mise en place du système génocidaire nazi, qui est un système qui a une ampleur extraordinaire, qui a une ampleur industrielle, puisqu'on va rentabiliser et rendre très productif
l'anéantissement des Juifs. Et c'est ça aussi qui rend ce système absolument terrible et qui le fait être considéré aujourd'hui comme un génocide. Donc on va essayer de parler de tout ça, de développer tous ces thèmes dans un chapitre qui se doit d'être assez court, mais que je vais tout de même développer car il me semble important, en se posant la question suivante: en quoi la Seconde Guerre mondiale bouleverse-t-elle l'ordre international et les sociétés? Et nous allons commencer dans un premier temps à travailler autour du document que vous avez rempli, puisque nous allons passer au grand 1, les phases du conflit, une guerre planétaire. Donc comme vous l'avez pu observer sur les 4 cartes que je vous ai données, d'accord, on voit une évolution des conflits très différents au cours du temps. Le premier conflit, c'est l'Allemagne qui va absolument attaquer, d'accord, tous les fronts, donc au nord, à l'ouest, à son sud, mais également à son est, dans le but, d'accord, d'envahir le plus rapidement l'Europe, et notamment les pays qu'il visait. Et tout ça, ça va mener à de grandes victoires de l'Axe. Donc je vous rappelle, l'Axe, c'est l'alliance tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon dans un premier temps. Alors je vous ai remis les cartes, vous pourrez les regarder tranquillement pendant qu'on fait ce cours, d'accord, puisqu'elles nous montrent dans un premier temps, donc je vous ai dit, le début de la guerre en Europe, ensuite la mondialisation du conflit, avec notamment, d'accord, l'invasion de l'Afrique, on reviendra là-dessus, l'invasion de l'URSS, on reviendra là-dessus également, et également la guerre dans le Pacifique, qui est une guerre qui prend une dimension très importante dans cette Seconde Guerre mondiale, une dimension qu'on a tendance à négliger en Europe. On verra aussi également ensuite qu'il y a une contre-offensive des Alliés. Donc les Alliés, vous les connaissez, les pays, le Royaume-Uni, la France, l'URSS, les États-Unis quand ils rentreront en guerre, etc., qui vont mener une contre-offensive contre les forces de l'Axe et qui vont commencer à gagner quelques batailles. Puis nous finirons bien évidemment par voir les victoires des Alliés et comment ils arrivent à reprendre le dessus sur le Reich allemand. Donc voilà, je vous ai montré juste auparavant d'un point de vue européen qu'il y a également le même phénomène qui se produit dans le Pacifique. Et c'est ce dont nous allons étudier en détail maintenant, avec grand A, les victoires de l'Axe. Donc, un rappel rapide qu'on va traiter dans la marche à la guerre. Donc, rappel du dernier cours, vous le savez, le traité de Versailles, il est considéré comme un diktat par Hitler et par les Allemands. Et donc, ce traité de Versailles, il va contribuer d'une certaine manière, mais pas uniquement, à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933. Peu à peu, Hitler, il va mener une politique d'annexion et d'agression qui va permettre à l'Allemagne de reprendre des forces au point de vue européen, mais au point de vue également mondial. Cette politique, qui est couplée à la passivité des démocraties occidentales, comme je vous rappelle la Grande-Bretagne et la France, va permettre justement de mener la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu la dernière fois, le 23 août 1939, on a la signature du pacte germano-soviétique. Donc ce pacte n'est pas un pacte d'alliance, je le rappelle, mais un pacte de non-agression entre Staline et Hitler. Vous voyez sur l'image ici à droite, donc Staline, qui serre à la main à Ribbentrop, qui est alors ministre des Affaires étrangères allemand. Donc il signe le pacte germano-soviétique qui décide d'une non-agression mutuelle. C'est-à-dire que lorsque l'Allemagne rentrera en guerre contre les Alliés, l'URSS s'engage à ne pas les attaquer, à ne pas les prendre en tenaille par un front de l'Est qui rendrait beaucoup plus difficile l'avancée, d'accord, des Allemands en Europe. A l'inverse, d'accord, Staline a peur également de se faire envahir par les Allemands qui ont quand même une armée qui est développée et du coup il accepte ce pacte. En plus de ce pacte de non-agression, je vous l'ai dit la dernière fois, il prévoit secrètement, d'accord, la Pologne. Je vous ai dit que Staline, il voulait depuis longtemps envahir la Pologne, car il y avait des territoires qui l'intéressaient énormément à l'est de celle-ci. À l'inverse,
l'Allemagne veut récupérer aussi la Pologne pour d'autres territoires dans l'idée du Lebensraum, donc de l'espace vital nécessaire. Du coup, voilà, ils se mettent d'accord là-dessus et séparent la Pologne en deux, selon un plan, pour pouvoir l'envahir dès que Hitler lancerait l'assaut sur la Pologne. Alors, je vous le redis, faites attention, on ne doit pas prendre ces pactes pour des alliances, puisque les deux hommes, Hitler et Staline, se détestent profondément et détestent chacun d'entre eux leur idéologie. Les communistes, ils appelaient largement, on l'a déjà vu, à être antifascistes, et au contraire, les nazis, eux, ils appelaient à éliminer les communistes. Donc on est vraiment dans une haine. Mais c'est plus, d'accord, un accord pour leur garantir chacun de respecter leurs intérêts. D'accord ? Le 1er septembre 1939, on a donc l'invasion de la Pologne. Et cette fois, contrairement à ce qui s'est passé lors des Sudètes et même lors de la Bohème-Moravie, d'accord, la France et le Royaume-Uni réagissent et décident de déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Donc, on est parti sur une guerre. Par conséquent, d'accord, les alliés de la France et de la Grande-Bretagne vont également déclarer la guerre à l'Allemagne et inversement l'Italie. Et le Japon vont donc déclarer la guerre par conséquent à la France et à la Grande-Bretagne. Donc on a le jeu des alliances, comme vous avez pu le voir à la Première Guerre mondiale, ça se passe de la même manière. Très rapidement en fait, Hitler il va gagner la guerre, tout simplement parce qu'il va mener ce qu'on appelle la guerre éclair en Europe. Donc il faut savoir que dès septembre, la Pologne est vaincue en quelques semaines. Vous pouvez le voir sur cette carte avec les flèches que vous voyez rouges, où en fait très rapidement la Pologne est envahie. Alors pourquoi elle est envahie très rapidement ? Tout simplement parce que, vous voyez, il y a ce petit morceau de Prusse orientale qui appartenait à l'Allemagne. Alors pourquoi il appartenait à l'Allemagne ? Puisqu'on avait créé, vous vous souvenez, le corridor de Danzig pour que la Pologne ait accès à la mer. Et donc très rapidement, elle se fait tout simplement encerclée par l'Allemagne, qui, je vous rappelle, vient de l'ouest, vient du nord, vient également de l'est, en passant par justement la Bohème-Moravie et l'Autriche. Donc le sud aussi. Et en fait, on pourrait se dire que l'Est est tranquille, mais comme je vous rappelle, en fait, très rapidement, Staline va envoyer ses troupes sur la Pologne pour récupérer donc sa moitié. Donc très rapidement, la Pologne se fait dépasser et perd la guerre. Une fois que c'est fait, donc très rapidement pour Staline, il décide d'aller au nord. Donc il va viser le Danemark, la Finlande, la Norvège, qui sont très très vite battus grâce à la tactique allemande. Qu'est-ce que la tactique allemande ? C'est la technique du Blitzkrieg. Le Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'aviation et les chars vont se coupler, d'accord, vont avoir des attaques simultanées pour briser les lignes ennemies et pour envahir rapidement du territoire, même si c'est pas progressif, même s'il reste quelques poches de résistance. En effet, ces poches de résistance, en fait, après, elles sont plus faciles à détruire, puisque tout autour, on a l'armée allemande qui permet de les prendre en tenaille. C'est ainsi qu'en fait, les Allemands vont réussir à battre l'armée britannique à Dunkerque, vous le savez, puisqu'ils vont encercler les troupes. Et au final, les Britanniques vont se trouver complètement encerclés à Dunkerque. Vous savez, cette ville du nord de la France, il y a eu un film récemment qui est sorti à ce sujet. Et donc, vont coincer les Britanniques et réussir à les repousser du front de l'Europe. Alors ça se situe lors de la troisième partie, c'est à partir de mai 1940, puisque les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France sont envahis également par l'Allemagne. C'est ce que vous voyez avec ces flèches roses. Alors, il faut savoir que ces invasions sont très rapides, d'accord ? L'Allemagne, grâce au Blitzkrieg, réussit très très facilement à percer les défenses ennemies, d'autant plus que l'armée française en fait se réfugie derrière la ligne Maginot, cette ligne Maginot qui est en fait très facilement percée par l'aviation allemande et qui en fait que comme cette armée est très très passive, en fait elle va être très facilement visée et très facilement détruite par Hitler. En un mois, en l'espace d'un mois, Paris est pris, d'accord ?
Et le 22 juin 1940, Pétain va signer l'armistice puisque la France est envahie. Et donc, on va s'arrêter là pour la France. On le reverra un peu plus tard dans quelque chose de dédié. Mais donc, le 22 juin, armistice, fin de la Troisième République, début de l'État français puisque Pétain va rapidement avoir les pleins pouvoirs et exode massif de la plupart de la population vers la zone libre. On reviendra là-dessus plus tard. Mais vous voyez que très rapidement, en fait, la guerre pour Hitler en Europe est très facile et il progresse très rapidement. Là où il va se heurter à un bloc, c'est lors de la bataille d'Angleterre. En fait, si vous voulez, très rapidement, Hitler va être très satisfait de sa prise de pouvoir. Il va être très satisfait de sa prise de pouvoir pour plusieurs raisons, et notamment parce que le Royaume-Uni se retrouve seul face aux nazis. Alors c'est très pratique, il se retrouve seul parce qu'en fait, le Royaume-Uni fait peur, et notamment la marine britannique fait très peur à Hitler. Donc ils vont tenter plusieurs fois de débarquer au Royaume-Uni, et c'est un échec, notamment grâce à cette marine qui est très très performante. Vous savez que c'est la première marine au monde à cette époque-là. De ce fait, en fait, on va avoir la bataille d'Angleterre qui va se déclencher. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être la Luftwaffe. Donc vous savez, la Luftwaffe, c'est l'aviation allemande, excusez-moi, qui va bombarder tout d'abord le sud de l'Angleterre pendant l'été 1940, tout d'abord en visant en fait les points d'intérêt, c'est-à-dire en visant les usines, en visant les camps militaires, etc. Petit à petit, ils voient que cela n'affaiblit pas particulièrement le Royaume-Uni et vont donc décider ensuite de viser de grandes villes comme Londres jusqu'en mai 1941. C'est ce que vous voyez donc sur l'image à droite, puisque vous voyez que en grande partie Londres est totalement endommagée, voire détruite par les bombes, avec la population qui se prend très 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 souvent lors du Blitzkrieg, du coup ces bombes sur la tête, et donc il y a énormément de dégâts et matériels et au niveau des civils. Alors Londres n'est pas la seule ville qui est visée, puisque vous avez des villes comme Manchester également qui sont visées, et vous avez enfin surtout, d'accord, une ville comme Coventry, qui n'est pas très loin de Londres, d'accord, qui va être totalement détruite par les bombes. Donc il y a une grande violence des combats qui se fait, là, ce Blitzkrieg. Malgré ces bombardements, le débarquement nazi échoue toujours, et du coup, le Royaume-Uni reste debout grâce notamment à l'aviation britannique qui est très très performante, d'accord, de la Royal Air Force qui est très très performante. Et du coup, Hitler, il comprend que ça va être compliqué de lutter contre les Anglais, et ils vont donc se diriger vers un front sud. Le Reich va rapidement envahir la Yougoslavie, la Grèce et l'Égypte en 1941. Donc la Yougoslavie et la Grèce, en fait, Hitler avait confié ses combats à l'Italie. Mais l'Italie, elle est très 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 en difficulté sur ses fronts. Et donc au bout d'un moment, Hitler va enlever une partie des troupes qu'il a envoyées sur le Royaume-Uni pour les permettre justement de prendre ces pays. Alors quel est le but? En fait, c'est de maîtriser toute l'Europe et de pouvoir ensuite lancer les forces vers la Méditerranée, donc contrôler la Méditerranée et l'Atlantique, afin d'exercer un blocus commercial sur l'Angleterre, sur le Royaume-Uni, pour l'affaiblir. Ils prennent l'Égypte. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Égypte est contrôlée en principe par les Britanniques, qui ont énormément de troupes là-bas. Donc c'est aussi pour couper en fait le ravitaillement britannique par les colonies. Donc c'est un succès dans un premier temps. Rapidement, donc les combats vont se développer en Afrique et au Moyen-Orient pour plusieurs raisons. Déjà, puisque vous savez qu'en Afrique et au Moyen-Orient, vous avez énormément de colonies françaises et de colonies britanniques qui résistent, notamment certaines colonies françaises qui se sont ralliées à la France libre. Et aussi parce que au Moyen-Orient d'eux-mêmes, d'accord, on a ce genre de colonies, de protectorat. Et aussi pour éviter que ces puissances puissent se ravitailler en ressources et notamment en pétrole. D'accord? Enfin, une fois qu'il a fait tout ça, et qu'il est gagnant, en fait, Hitler va probablement faire la
pire erreur de toute sa stratégie militaire, c'est qu'il va rompre le pacte germano-soviétique le 22 juin 1941. Il va rompre, d'accord, ce pacte germano-soviétique dans un plan qu'il appelle l'opération Barbarossa. Il s'agit en fait de tout simplement retourner les troupes vers l'URSS pour annihiler l'URSS, puisque je vous rappelle que de toute façon, Hitler déteste Staline, Hitler déteste les communistes, mais également déteste les Slaves. Et en fait, à l'Est, au niveau de tout ce qui est le territoire de l'URSS, on a principalement des populations slaves. Donc on va vouloir les détruire. L'URSS, par conséquent, rentre dans le conflit et les nazis vont devoir se concentrer sur le front Est, en délaissant en partie le front africain et le Royaume-Uni, ce qui va leur permettre aussi de reprendre un petit peu de force. L'armée rouge, en fait, n'est pas préparée, n'envisage pas, en fait, du tout que Hitler puisse se retourner contre eux. Et donc, cette armée rouge, elle est rapidement débordée. En décembre 1941, en fait, les troupes sont aux portes de Moscou. Donc, en fait, très rapidement, cette guerre éclair, elle va être très efficace également sur le front Est, puisque les nazis vont réussir à coloniser, à envahir des milliers de kilomètres russes, puisque Moscou, en fait, n'est pas du tout proche de la frontière. Je ne sais pas si on revoit sur l'ancienne carte. Vous voyez, Moscou, c'est à ce niveau-là, d'accord ? Et il y a tout ce territoire-là en violet à prendre. Ah, pardon, Moscou est ici. Vous voyez, il y a tout ce territoire-là que les nazis, excusez-moi, réussissent à prendre lors de l'opération Barbarossa. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une grande percée, notamment avec 3 sièges qui vont se mettre en place. Le siège de Leningrad, qui est absolument terrible, on en reparlera. Le siège de Moscou, qui est également très très difficile. Et enfin, le siège de Stalingrad, qu'on détaillera un petit peu plus dans quelques instants. Donc là, vous voyez sur cette photographie un soldat de l'infanterie allemand devant le corps d'un soldat soviétique au niveau du sud de l'URSS durant les premiers jours de l'opération Barbarossa. On voit à quel point déjà les conflits font rage. On le voit déjà par ce corps qui est présent ici. On le voit également par ces grands nuages de fumée en arrière-plan qui dénotent probablement l'utilisation de bombes. Également ce char, qui est en fait en flammes et qui montre bien que les combats sont très intenses en URSS. Enfin, ce qui va aussi déclencher la fin en partie de l'ascendance de l'Axe, c'est tout simplement l'attaque de Pearl Harbor. Alors, avant de vous détailler un petit peu cette attaque, il faut rappeler quelques points. Les États-Unis, à cette époque, ils ont comme président Franklin Delano Roosevelt, dont on a déjà évoqué l'ambition politique. Il s'était fait élire très récemment, en 1941, donc juste avant, donc il s'est fait élire en novembre, donc juste avant Pearl Harbor, avec une politique, en défendant l'idée d'une politique non interventionniste. Donc il ne voulait pas s'impliquer dans la guerre militairement. Cependant, il faut le rappeler qu'il menait tout de même, et il faut le noter, une politique favorable aux Alliés, avec des relations commerciales qui sont avantageuses pour ces pays. Donc il n'était pas totalement neutre non plus. Mais c'était son droit, puisque dans les règles de guerre, dans les lois de guerre, on établit qu'on doit justement laisser le libre choix des relations commerciales, même aux États neutres. Donc techniquement, ils avaient le droit d'être biaisés, même dans leurs relations commerciales, bien que Roosevelt soit bien conscient du désastre nazi en Europe, mais il ne veut pas s'impliquer militairement. Alors vous pouvez dire, d'accord, mais alors pourquoi il rentre en guerre en finale le 7 septembre 1941 ? Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant tous ces combats que je vous ai décrits auparavant, qui se passent en Europe et qui se passent également en Afrique, le Japon va gagner énormément de territoire dans le Pacifique. On va avoir une politique de conquête, je vous l'ai dit, qui commence dès 1931 et qui va énormément s'accélérer
en 1937 avec l'invasion complète de la Chine et notamment énormément de massacres comme le massacre de Nankin sur la population locale. Ils sont également, je vous le rappelle, alliés de l'Allemagne. En fait, en profitant de la débâcle française et britannique en Europe, ils en profitent, les troupes japonaises profitent pour s'emparer des colonies européennes, notamment de l'Indochine, pour contrôler un vaste espace qui va de la Birmanie jusqu'au cœur de l'océan Pacifique. Le problème, c'est que du coup, les seules colonies ou les seuls protectorats qu'il reste dans ce Pacifique, ce sont des protectorats américains, puisque vous savez que l'Amérique possède Hawaï, possède l'île de Guam, possède plein d'îles dans le Pacifique qui pourraient potentiellement gêner les Japonais. Ils décident donc de mener une attaque à Pearl Harbor. Donc Pearl Harbor, ça se situe sur l'archipel d'Hawaï et c'est tout simplement une base militaire américaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en fait, la particularité de Pearl Harbor, c'est que vous avez une large baie, d'accord, militaire où on pouvait parquer les bateaux et en fait tout simplement vous avez un couloir très étroit pour faire sortir les bateaux en plein océan. Il s'avère que les Japonais vont mener une attaque kamikaze. C'est-à-dire que vous allez avoir des Japonais dans ces petits avions que vous voyez ici sur la photographie qui vont en fait tout simplement se jeter, soit bombarder, soit se jeter sur les bateaux, donc les destroyers américains. Ils vont notamment réussir à couler plusieurs destroyers américains donc au niveau de ce canal, d'accord, qui est le canal de sortie des bateaux et qui va empêcher les autres destroyers de sortir du port. Il va s'en suivre un désastre en fait, un bombardement horrible de ces destroyers avec notamment l'utilisation des kamikazes, donc de ces avions qui vont se cracher dans ces bateaux. Et donc, le bilan des États-Unis est absolument catastrophique, puisqu'on dénombre 2403 morts, 1178 blessés, 2 cuirassés qui sont détruits, 11 navires qui sont endommagés et 188 avions qui sont détruits. Alors les pertes sont colossales également du côté japonais, de par en fait tout simplement la politique kamikaze, donc c'est le fait qu'ils se tuent dans l'attaque. Mais tout de même, c'est une grande victoire pour les Japonais qui mettent en fait tout simplement un petit peu hors d'usage la plupart de l'armée, en tout cas de la force militaire américaine à Hawaï. À partir de cette attaque, bien évidemment, les Américains, se sentant attaqués, donc étant en état de légitime défense, vont déclarer la guerre. Et donc, Franklin Roosevelt ne va pas du tout perdre de sa popularité, puisque là, les Américains sont à fond dans l'intervention, pour la simple et bonne raison qu'ils sont attaqués sur leur territoire. Donc, cette intervention paraît tout d'un coup légitime. Et en fait, cette entrée en guerre des États-Unis qui vont principalement, d'accord, en tout cas au début de leur implication, se diriger dans les combats pacifiques, va vraiment en partie retourner la balance en faveur, d'accord, des Alliés. Tout ça aussi grâce à l'URSS qui va attaquer à l'Est, du coup, les Allemands. Le bilan qu'on peut faire, c'est qu'aucun continent ne va rester en marge du conflit. Vous le voyez là, à l'aide de cette carte, on voit en orange, en jaune, d'accord, les États qui sont des États alliés, en vert, d'accord, les États qui sont des États qui aident l'Axe, d'accord, et au final, en jaune clair, les États qui ne font pas du tout partie du conflit, et on voit qu'il y a très très peu d'États neutres. Il y en a vraiment très très peu en 1942. La dimension mondiale du conflit, elle se lie aussi par l'importance de la guerre sur la mer, puisque vous voyez que en fait, la plupart des combats vont se faire alors en partie dans la Méditerranée, on va avoir également dans le Pacifique, d'accord. Donc les combats, ils sont intenses par les mers, et notamment parce qu'on va utiliser énormément de sous-marins pour faire des blocus, notamment le blocus du Royaume-Uni, où on va avoir une guerre maritime entre le Royaume-Uni et l'Allemagne qui va être très intense, et ainsi de suite. Le conflit, il devient donc vraiment planétaire, et tous les fronts vont être mobilisés en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, également, d'accord, en Europe,
on peut dire que le vrai État, enfin le vrai continent qui est épargné par des combats, on va dire, terrestres, c'est l'Amérique. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui échappent à ces combats. Mais globalement, vous voyez que voilà, l'échelle est mondiale. Et donc, avec cette situation, l'entrée en guerre des États-Unis, l'entrée en guerre de l'URSS, on peut voir que peu à peu, d'accord, les Alliés vont reprendre du poil de la bête, si je peux me permettre cette expression, et donc vont mener une contre-offensive. Et c'est notre grand B, la contre-offensive alliée. Et cette contre-offensive alliée, elle se fait par le tournant de la guerre que l'on peut dater d'avril 1942 à février 1943. Il s'agit là des dates des batailles majeures en fait qui vont mener en fait, enfin ces combats, ces batailles vont être des victoires de la part des Alliés et vont permettre en fait tout simplement à ces Alliés de reprendre un petit peu le dessus sur les fronts et de recommencer par une contre-offensive à dominer les combats et à dominer notamment les troupes nazies. Donc très rapidement, l'entrée en guerre des États-Unis, elle modifie la donne. Pourquoi ? Puisqu'ils vont former les Nations Unies. On reviendra un peu plus tard sur cette formation, puisqu'elle sera importante pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, tout simplement, quand ils forment les Nations Unies en janvier 1942, en fait, les États-Unis vont donner, en fait, entre guillemets, si vous voulez, des avantages commerciaux à tous les pays qui vont rejoindre ces Nations Unies. Donc tout d'un coup, ça va bien évidemment augmenter le nombre de personnes qui vont entrer dans ces Nations Unies et donc, par conséquent, le nombre d'alliés, puisque en rentrant dans ces Nations Unies, ils vont en fait tout simplement devenir alliés des alliés. Plus il y a de pays dans ces Nations Unies, d'accord, qui vont avoir bien évidemment des avantages commerciaux, plus la possibilité d'action des Alliés est grande, puisqu'ils contrôlent beaucoup plus de territoires, d'accord, pour mener la guerre au front, mais également ils contrôlent énormément de routes maritimes, ce qui est très important pour plusieurs raisons, pour les combats, mais également pour les convois de ravitaillement des zones qui sont en guerre ou qui sont pris en siège. Donc c'est très important. Très rapidement, on va voir que l'année 1942, c'est un tournant majeur. Pourquoi ? Parce qu'elle va être marquée par 3 batailles majeures sur 3 théâtres d'opération différents. La première bataille, c'est la bataille de Midway, dans le Pacifique. Donc la bataille de Midway, elle est très intéressante parce qu'elle va marquer un coup d'arrêt à l'expansion japonaise. En fait, tout simplement, c'est à ce moment-là où les États-Unis vont reprendre l'ascendant sur le Pacifique et peu à peu grappiller du territoire sur ce Pacifique. Elle a lieu du 3 au 6 juin 1942 et c'est majoritairement une bataille aérienne. On a aussi un petit peu de bataille, d'accord, maritime, mais surtout aérienne avec l'aviation. Donc en fait, tout simplement, l'île de Midway, c'est une île qui appartient aux Américains, excusez-moi. Et en fait, les Japonais vont attaquer volontairement cette île. En fait, les États-Unis ont volontairement fait croire qu'ils avaient très peu de troupes et qu'ils étaient très faibles sur cette île pour pouvoir provoquer une attaque japonaise. Même si cette première attaque, elle est très très dure, d'accord, les États-Unis mobilisent l'ensemble de leurs troupes et finissent par remporter la bataille. Au final, on peut compter dans les pertes américaines un porte-avions qui se fait couler et un destroyer. 107 avions qui sont hors de service, 307 morts. Mais même si ce sont de très grosses pertes, les pertes japonaises sont beaucoup plus impressionnantes puisqu'on a 4 porte-avions qui sont mis à mal, un croiseur, 248 avions et au total on a 3047 morts. Donc on a 10 fois le nombre de morts américains. Donc on voit que c'est que c'est vraiment un succès, d'accord, américain. Vous avez également la bataille d'El Alamein en Méditerranée. Donc la bataille d'El Alamein, elle se déroule en octobre-novembre 1942. C'est une très longue bataille qui est remportée par les Alliés en Égypte pour le contrôle du canal de Suez, qui, je vous le rappelle, est très important pour pouvoir contrôler tout simplement les ravitaillements, mais également les déplacements des troupes maritimes sur les différents fronts. Donc vraiment, c'est un point stratégique
à avoir. Ce canal de Suez, à l'origine, il était aux Britanniques. Je vous rappelle que très rapidement, l'Égypte se fait en fait envahir par l'Allemagne avec un corps de guerre qui s'appelle les Afrika Korps, donc qui sont les troupes nazies en Afrique. Et lors de la bataille de El Alamein, ça permet aux Britanniques, par la mobilisation des forces, de reprendre l'Égypte, de reprendre du coup la colonie, le protectorat qu'ils possédaient, de faire fuir les Afrika Korps qui sont obligés de se réfugier en Libye, la Libye qui est en fait une terre qu'ils possédaient. Et en fait, tout simplement, ça va permettre de libérer le territoire également, puisque les Afrika Korps vont se réunir en Libye, donc vont laisser aussi la route libre sur l'ouest de l'Afrique du Nord. Et donc, on va avoir l'opération Torche, on en reparlera plus tard, qui va se mettre en place. L'opération Torche, c'est tout simplement un débarquement des forces, donc des forces britanniques, mais également des forces de la France libre, en Algérie et au Maroc, pour reprendre le contrôle des colonies françaises là-bas. Donc ça permet vraiment en fait de remettre la main sur cette Afrique du Nord et de diminuer la force des Afrika Korps en Afrique. Enfin, la dernière bataille qui est vraiment décisive, c'est Stalingrad. Stalingrad, c'est sur le front Est, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la petite carte. Et la bataille, elle commence à l'été, et plus précisément en juillet 1942. Elle va s'achever en février 1943, donc c'est déjà une très très longue bataille. Elle va s'achever par une capitulation allemande, donc bien évidemment par un succès des soviétiques. En fait, le but pour les nazis à Stalingrad, c'est de couper les voies de communication entre Stalingrad et Moscou, donc pour favoriser le siège de Moscou qui est en cours à ce moment-là, mais aussi pour couper les voies de ravitaillement en général avec les autres villes russes. Il est également très important de posséder Stalingrad pour les nazis, puisqu'elle leur permettra ensuite de se diriger vers le Caucase. Le Caucase, c'est là où se situent la plupart des ressources en pétrole de l'URSS, et donc ça leur permettrait d'enlever ces ressources aux Alliés et également de récupérer le pétrole pour leur propre intérêt. Cette bataille, en fait, c'est un siège qui a lieu principalement en ville, comme vous pouvez le voir ici sur la photographie, où on voit en fait des snipers qui sont sur le haut d'un immeuble et qui défendent la ville dans un froid absolument terrible, puisque c'est ce qui va caractériser en grande partie cette bataille. Donc il faut savoir que cette bataille a lieu en ville, donc chaque rue est sujet d'une bataille féroce, un peu comme un front, vous vous souvenez, qui avance lentement, comme lors de la Première Guerre mondiale, pour posséder une rue, pour posséder un bâtiment, qui se fait donc de juillet à février 1943, donc qui se fait dans le froid, dans la faim très intense, vraiment, quand on lit, d'accord, les témoignages des soldats de cette époque, on voit à quel point c'est terrible, d'accord, ce froid, c'est terrible, cette faim, d'accord. En classe, je vous aurais fait écouter un petit extrait justement de lettres des soldats de Stalingrad. Je ne pourrais pas à présent le faire, mais il faut bien que vous compreniez que les batailles font rage et sont absolument affolantes, affreuses. Les civils aussi ont été piégés par le siège de Stalingrad, donc sont encore dans la ville, et donc vont parfois se cacher dans des sous-sols, sortir dans de rares moments d'éclaircie sans bataille pour pouvoir se ravitailler en nourriture, mais eux aussi meurent de faim, meurent de froid, d'accord, donc c'est terrible. Ils prennent aussi parfois part au combat dans cette guérilla urbaine puisqu'ils n'ont pas le choix, soit ils sont pris pour cible, soit parce qu'ils veulent défendre également leur ville qui est pris d'assaut. Et au total, si on doit faire le bilan de siège de Stalingrad, on a 1,2 million de morts, les soldats et les civils compris. 1,2 million de morts pour une bataille, c'est absolument colossal. Ces combats ils sont pratiquement au corps à corps avec des snipers dans toutes les rues, donc bref, vraiment des combats affreux. Et au final, ces combats finissent par être une victoire soviétique, puisque le général allemand qui dirigeait ces combats, malgré le désaccord d'Hitler qui voulait que les combats continuent, finit par se rendre aux forces soviétiques. Voilà, donc on voit à quel point ces trois
batailles, elles permettent sur chacun des fronts, donc le front africain, le front de l'Est et le front pacifique, aux puissants alliés de en fait regagner des forces et de reprendre le dessus sur les forces de l'Axe. C'est donc un véritable tournant, puisqu'il permet de mettre vraiment un terme à l'expansion des forces de l'Axe, excusez-moi. Ça montre en fait le début du retournement de situation, le retournement que l'on va voir la prochaine fois lors de notre prochain cours. C'est un long retournement de situation qui va se faire et qui va commencer par le débarquement en Afrique du Nord. Donc c'est bien ce que je vous décrivais, c'est l'opération Torche qui a lieu en novembre 1942, donc juste après la prise de la bataille de El Alamein. On a très rapidement l'envoyé de ce débarquement qui se fait sur 3 fronts, donc au niveau de l'ouest marocain, du nord de l'Algérie, d'accord, à Alger et également à Oran. Très rapidement, les Alliés vont prendre l'ascendant et vont réussir notamment à reprendre Alger. Donc c'est quand même une prise importante et Alger est reprise par la résistance française. En fait, cette reprise, elle va avoir des conséquences quand même négatives puisqu'elle va lancer en fait un petit peu comme une vengeance de la part de l'Axe qui va à ce moment-là lancer l'occupation de la zone libre en France, donc la zone libre qui auparavant n'était pas du tout occupée par les nazis va l'être. Donc on va envahir l'intégralité de la France. On va avoir également des bombardements de l'Algérie par la Luftwaffe qui va essayer en fait de détruire ses poches à Oran puis à Alger qui ont été reprises donc par les résistants mais également par les forces britanniques. Et en fait, il y a quand même une conséquence positive pour les Alliés dans tout ça, c'est que le fait qu'ils réussissent à reprendre l'Algérie et une partie du Maroc va permettre à certains pays qui en fait étaient envahis par les nazis ou qui étaient par conséquent, comme la France était collaborationniste, en fait ces colonies étaient alliées avec l'Axe, et ben ils vont changer en fait de côté et ils vont s'allier à la France libre, donc ils vont passer du côté de la France libre et donc vont s'allier aux Alliés. Et donc ça va être aussi un grand changement sur le front africain. Donc ça, c'est notre véritable tournant, l'année 1942. Et nous verrons que ce tournant va aboutir à la victoire des Alliés lors de notre prochain cours. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ce cours a été bien compris pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prendre en note tous les éventuelles questions que vous pouvez avoir. Et du coup, nous nous retrouvons la prochaine fois pour parler de cette victoire des Alliés et notamment de 2 événements très importants. Tout d'abord, le débarquement et l'opération Bagration sur le front Est qui vont permettre évidemment de reconquérir l'Europe. Et dans un second temps, l'utilisation des 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki qui vont permettre de mettre fin à cette guerre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.